Bon après-midi à tout le monde. J'essaie de démarrer la présentation. Alors, d'abord, je vais remercier pour l'invitation, comme on dit tout le monde. Saluer les gens que je connais et que je ne connais pas. C'est un plaisir de voir ici des personnes que malheureusement, on ne s'embrasse plus depuis un certain nombre d'années à cause du Covid. Et la tâche qui m'a été donnée, c'est de faire en 10 minutes un parcours des luttes pour la terre en Europe. Premier point à savoir où on est en Europe à ce moment. Nous avons un taux de concentration d'usage des terres agricoles qui fait que 3% des exploitations contrôlent 52% de la surface agricole utile. Il faut avoir ça en tête et pour comprendre comment on est arrivé là et comment les luttes se sont déroulées à partir de la Deuxième Guerre mondiale, je vais parcourir très en vitesse un certain nombre d'étapes et je le ferai pas des dates. Donc, je m'excuse pour la brutalité de cet exposé. Alors, Deuxième Guerre mondiale, 1944, et des expériences de lutte antifasciste dans certains pays, y compris l'Italie. Et il y a la naissance de ce qu'on appelle les républiques paysannes. C'est un embryon, c'est le début d'une idée d'utiliser la terre comme un outil de changement de la société comme telle. Et voilà, là, vous avez, c'est juste ce que je viens de dire, vous le regardez. Et je viens, disons, cette petite histoire de lutte paysanne en Europe. Et comme je disais, la naissance des républiques paysannes nées de la lutte antifasciste, je parle de l'Italie parce que c'est ça que je connais, c'est assez impressionnant. C'est là, vous voyez, la carte qui vous donne l'idée de où tout ça s'est installé. Il y a une deuxième vague dans les années 50-60 des luttes avec d'occupation des terres par deux paysans, des ouvriers agricoles, qui donnent naissance en Italie en 1952 une loi de réforme agraire. Et au début des années 70 à 74, au Portugal, une deuxième loi de réforme. Les vagues des occupations des terres, paysans et travailleurs agricoles donnent naissance à une réforme agraire en Italie en 52 et un peu plus tard, à 74, au Portugal. Ces deux réformes agraires sont, avec les réformes, soi-disant réformes agraires des pays ex-soviétiques, des grands changements dans le système agricole de ces deux pays. Dans la fin des années 70, au début des années 81, il y a une deuxième vague d'occupation des terres, surtout en Italie, mais pas seulement. Et cette vague-là est caractérisée par le rôle des chômeurs. Donc, quelque chose de tout à fait nouveau qui apparaît, c'est des chômeurs, essentiellement des chômeurs de ville et des chômeurs de campagne, mais surtout des villes qui constituent des coopératives. L'exemple italien est assez, je dirais, enthousiasmant. Il y a plus que 2000 coopératives faites en 4 années, avec 50 000 associés à peu près. Les années 90, ils voient, et là, le premier exemple nous vient du Portugal, c'est la photo que vous voyez devant vous. On voit apparaître une nouvelle forme de lutte sur la terre, c'est des luttes en défense de la terre. Et le Portugal donne l'exemple à 89-90 avec l'extirpation des plantations d'eucalyptus parce que ça enlève la terre à l'agriculture et ça détruit l'environnement. C'est tout à fait intéressant. On passe, si vous voulez, cet ensemble d'initiatives sont assez communs à travers la planète, les luttes pour la terre, et c'est ça qui permet un passage à niveau international. Premier résultat, c'est en 2012, les directrices volontaires de la gouvernance de la terre, la gouvernance responsable des régimes fonciers. C'est un instrument qu'on appelle soft laws, donc ce n'est pas un traité international obligatoire, mais ça donne des lignes directrices aux États pour ce qu'il faudrait faire pour faciliter l'accès à la terre, aux pêches et aux forêts pour la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire pour nous.
C'est un résultat qui vient après des initiatives fondamentales prises en général à niveau global par les mouvements sociaux. D'un côté, la participation, un forum alternatif tenu en 2006 au Brésil, parallèle à la conférence sur la réforme agraire et le développement rural, et en 2007, à Niélène au Mali, le grand forum sur la souveraineté alimentaire. Là, on revient au contenu de ces lignes directrices et on rappelle quelque chose qu'on rappelle tout le temps. Il n'y a pas d'instrument législatif qui te solutionne les problèmes. Ça veut dire qu'ils ne s'imposent pas par eux-mêmes. C'est toujours la pression populaire, la mobilisation, l'organisation qui permet de mettre en exécution ces instruments législatifs. Avoir des instruments législatifs, c'est un rempart qui t'aide à te protéger et te reposer dans tes initiatives. Deuxième grand passage, l'approbation au système des Nations Unies avec une énorme majorité à l'Assemblée générale de la déclaration sur les droits des paysans et des travailleurs de la terre. Et là-dedans, il y a le fameux article 17. L'article 17 établit un principe fondamental, le droit à l'accès à la terre, et c'est relié aux droits fondamentaux eux-mêmes. Donc, c'est un passage gigantesque dans la partie formelle et juridique qui donne une base à toute revendication sur la terre des paysans, des peuples autochtones, des pêcheurs par rapport à l'eau, à les zones de pêche et aux éleveurs. Juste pour arriver à nos jours, là, vous verrez une suite. Il y a plein de luttes pour la terre, mais j'ai cité celles qui ont une ampleur, qui sont connues, qui ont une extension et une durabilité dans le temps. L'occupation à Somonte, c'est l'action de Soxat en Andalousie. C'est un type d'occupation, de revendication des ouvriers agricoles. Notre-Dame-des-Landes, je crois, la conf pourra reprendre ça. C'est aussi une très longue lutte de résistance, une cinquantaine d'années, et c'est des luttes sur lesquelles après on va revenir parce qu'ils ont une qualité différente. Rossa Montana, en Roumanie, résistance contre l'avancement d'une mine, destruction de terroir, destruction et déplacement des villages, réaction populaire et blocage de l'initiative. Et en Italie, Notave, c'est aussi quelque chose qui a plus que 30 années d'initiative et qui fait encore des prisonniers. Il y a encore 3 personnes qui sont en prison à ce jour-là. Il était juste programmé une manifestation le 11 passé et je dois juste dire qu'un membre de Ari s'est payé 1 année de prison étant militant notable. Là, c'est encore un cas italien, dommage. C'est la résistance à une installation pétrolière qui aurait détruit d'abord à peu près de 2000 hectares de vignes. Et c'était une réaction populaire dans une ville de 30 000 habitants. Il y a eu une manif de 35 000 personnes. Alors, on arrive en automne et et là, on commence, je vais aller vers la conclusion, on commence à essayer de tirer un peu d'analyse. Dans les dernières 80 années, on a vu une espèce de transformation des mouvements sociaux par rapport à la terre. Le début, c'était la terre à ceux qui la travaillent. C'est les mouvements paysans, les mouvements des ouvriers agricoles, les mouvements des sans-terre qui avaient la leadership, qui s'organisaient et qui faisaient des actions d'énorme ampleur avec occupation des terres et mise à culture. Il n'y avait pas de décalage entre l'action politique, l'action militante, l'occupation et la cultivation. Donc, l'usage des terres, l'occupation des terres et la défense des terres étaient pour cultiver. Donc, on s'est transformé de paysans sans terre en paysans. Et petit à petit, on est passé à des luttes contre la consommation du sol. Et là, il faut dire, on change de terme. Pour un paysan, la terre, c'est pas du sol. Mais regardant ce qu'on présente
les luttes qui sont suivies, surtout à partir des années 90-2000, on parle des luttes contre la consommation du sol, ou les luttes contre la destruction du paysage. On est encore plus loin du monde de l'agriculture et du paysanat. C'est la résistance urbaine à l'impact des infrastructures ou à l'utilisation destructrice de la terre. Les résultats de ces mouvements sont couronnés de succès. Normalement, ils réussissent à stopper la destruction de la terre, mais ça a un impact très limité au monde agricole, à l'utilisation agricole de la terre, et surtout, ils ne construisent pas d'instruments juridiques capables de consacrer les droits collectifs à l'utilisation des terres et, dans ce cas, les droits paysans. Ils viennent de où ces luttes pour la terre ou luttes sur la terre? Essentiellement, avant, c'était la condition de classe des paysans, des travailleurs agricoles, des travailleurs de la terre. Et là, maintenant, c'est plutôt une résistance sociale née du malaise généralisé, essentiellement urbain, qui est, disons, la réaction à la réorganisation du capital et à la crise économique qui, depuis 2007, continue à faire des ravages dans la réorganisation du capital national et international. Ils sont basés sur l'auto-organisation, sur le localisme souvent, mais cette nature, essentiellement, à mon jugement, il sape aussi le développement politique plus large de ces initiatives et de ces luttes. Lorsqu'il y a des propositions de nouveaux instruments juridiques, et il y en a, ces instruments, cette nouvelle législation, je peux juste citer la législation sur la défense du paysage qui sont présents dans certains pays dans l'Union européenne. Ces lois ou ces cadres juridiques font peu de références ou presque pas de références à l'agriculture, mais essayent de défendre la consommation d'un bien public pour tout le monde. Et tout ça, ça pose un problème qu'il faut réfléchir. Et là, je termine, je crois mes 10 minutes ils sont à peu près finis, avec nos questionnements. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, comme on dit toujours? Qu'est-ce qu'on est du mouvement paysan? Alors, moi, je pense que la question qui reste, c'est la terre à ceux qui la travaillent, et c'est penser aujourd'hui aux agriculteurs du futur. Les petites fermes et les très petites fermes ont besoin de plus de terre. Donc, combattre la concentration des terres, c'est une bataille stratégique fondamentale. Il y a un passage fondamental qui s'est produit dans les années, dans la culture du mouvement paysan, il faut le souligner. On ne parle plus de propriété qui libère les paysans sans terre, comme c'était dans la réforme agraire des années 50 et 70. On parle d'usage agricole de la terre et on s'en fout de la propriété. Et donc ça aussi, c'est un élément à réfléchir. Des alliances avec qui? Avec les ouvriers agricoles, avec les chômeurs, comme ça a été dans l'histoire, avec les ONG, avec les citoyens. Tout ça, c'est à discuter. Résistance et alternative. Pour le moment, c'est qu'on voit des solutions en peu mythiques, en cercle fermé, du localisme territorial, de l'autoréférentialité. Est-ce que ces éléments-là sont utiles au mouvement paysan? Et encore, qui écrit les règles? Les législations sont pour se défendre. Il faut faire des actions tout à fait ponctuelles à niveau institutionnel, c'est que nous on appelle la guérilla institutionnelle, mais en même temps, il y a une partie de nos mots d'ordre qui sont captés par les élites dominantes. L'agroécologie, c'est l'exemple maxime que nous avons. Après, bien sûr, il reste encore la question de la souveraineté foncière et la souveraineté alimentaire. Comment ces liens se font entre terre et souveraineté alimentaire?
Et finalement, qui doit avoir la leadership? Est-ce que l'accès à la terre est d'abord un problème de tout le monde? Est-ce que la direction politique doit être une direction politique partagée, avec qui, comment? Et question qui se pose, les ouvriers agricoles et les paysans sont-ils encore la force capable de diriger un mouvement pour l'accès à la terre, pour la lutte contre la concentration et la financiarisation des terres agricoles? Et pour moi-même, ça, c'est, disons, la question plus importante, parce que je pense qu'il faut que le mouvement paysan réagisse à cette question-là, surtout pour avoir comment on construit un leadership. Avoir la leadership, ça ne veut pas dire avoir la commande ou avoir le contrôle, ça veut dire orienter et remettre le rôle de la production d'aliments, de la souveraineté alimentaire, dans l'ensemble des luttes qui se font sur la terre à ce moment. Voilà, ça c'est ma conclusion. Il y avait d'autres images aussi sur cela, mais en conclusion, le point fondamental que je vois encore une fois, c'est qu'il faut s'organiser, et s'organiser, ça demande des efforts, ça demande des éléments concrets. La photo que vous voyez, c'est juste une page des réunions des grandes vagues d'occupation des terres des années 70 et dans lesquelles des organisations de base paysanne, de petites coopératives s'est regroupé et faisait un travail, je dirais, de précision pour s'organiser, pour avoir la capacité d'occuper des terres, chose qui demande un niveau d'organisation assez important. Donc, je termine en disant que les évolutions qu'on a eues et ce déplacement du mouvement sur la terre, et pas par la terre, mais sur la terre, vers une centralité assez urbaine, nous demande au mouvement paysan de réflexion, de savoir comment on rentre dans ces contextes, comment on présente nos priorités, nos visions, nos stratégies et, si possible, comment on construit un leadership dans cette initiative qui se prend un peu partout en Europe. La multiplication des mouvements de base, de petits comités, est énorme. Il est pratiquement impossible de faire un recensement, chose qui est très positive. Je vais être très clair sur ça, mais nécessairement, ça ne portera pas un hectare de terre à plus ou installer un jeune ou une jeune pour avoir encore un paysan, un peu plus de paysans. Mais c'est bien, un bon travail. C'est pour dire que moi, je ne parlerai pas du processus de plaidoyer auprès de l'administration. C'est le président Ibrahim qui va parler de ça. Moi, c'est la matérialisation de la loi foncière agricole, de tout ce qu'on a obtenu, comment on le dissimule sur le terrain. Donc, ma présentation va de ce côté. Et je remercie aussi la première présentation qui était tellement émouvant avec tous l'histoire de la lutte paysanne depuis après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours et qui reste toujours une lutte. Et vu que le monde des pays paysans à la lumière des systèmes capitalistes ne les apporte pas beaucoup, ça donne une autonomie aux communautés de vivre dignement de leur vie. Et puisque ça ne fait pas de profit auprès des systèmes capitalistes, donc ça n'a pas un soutien de taille. Et c'est très, très important qu'on mette ça dans notre tête, dans toutes les luttes que nous menons, parce que nous sommes dans un combat d'autonomisation et nous sommes dans un combat de justice sociale. Donc, comme vous le savez, au Mali, avec toute une dynamique mise en place par l'effort des différentes organisations, nous avons obtenu une politique foncière agricole qui, après, a été matérialisée par une loi foncière agricole.
Et cette loi foncière agricole, quand même, a été beaucoup progressiste parce que ça a permis quand même la protection des terres de ces petits paysans et qui y vivent. Et c'est un pas quand même pour la lutte. Et que maintenant, le reste est de notre côté parce que le gouvernement n'a pas mis beaucoup de politique, ni mettre les moyens et ni mettre dans son urgence, dans son agenda ou un budget pour dissimuler cette loi auprès des petits producteurs sur terrain. Donc, nos organisations qui sont mises ensemble au sein de la convergence malienne contre les accaparements des terres, et chacune de ces organisations a pu quand même travailler pour dissimuler cette petite victoire, parce que nous sommes dans un processus de lutte, cette petite victoire du point de vue gouvernance des ressources naturelles, pour que les petits paysans puissent avoir leur place et aussi dans un pays avec leur dignité, surtout la dignité, et qui est très, très important en matière de travail dans ce monde envahi par les capitaux. Donc maintenant, ce travail, avec l'expérience qu'on a obtenue partant de notre lutte d'abord, parce que l'Union et nous sommes des mouvements victimes d'accaparement des terres, de malversation foncière, et ces mouvements de lutte de base, avec toute l'expérience qu'on a eue sur le terrain, donc, nous a permis quand même en dissimulant ce travail sur le terrain, à mettre 10 étapes. Donc, dans les 10 étapes, c'est les 10 étapes qui sont affichées comme ça et que je vais les prendre une par une. Quand même, il y a d'abord un premier pas, la sensibilisation, le travail du vestibule. Les gens peut-être qui m'écoutent ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que le vestibule. Le vestibule n'est qu'une rencontre des chefs coutumiers, traditionnels, patriarches et tout, qui se retrouvent, qui discutent, qui décident des choses, c'est purement communautaire dans les milieux autochtones, allochtones et tout. Donc, pour que j'explique ce que c'est que le vestibule, c'est là où les grandes décisions des communautés sont prises par des groupes. Donc, nous, la deuxième étape vient là. La troisième étape va à la formation de l'équipe locale, parce qu'il faut une équipe locale qui sera sur le terrain et qui sera prêt maintenant à faire tout le travail sur le terrain. Et avec ça, après le vestibule, la sensibilisation de l'équipe locale, il faut aller à une partie sociale locale qu'on appelle les conventions locales de gestion foncière. Cette convention locale de gestion foncière est très, très capitale. Aussi, comme je vais les expliquer, il y a l'espace d'échange aussi, qui est très, très important. Cet espace d'échange, il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a toutes les couches sociales. Donc, et aussi, il y a la mise en place d'un comité de pilotage et de programmes. Ça, c'est très important. Les groupes de femmes et des jeunes. Et aussi le cadre de concertation qui est un espace de dialogue qui est très, très important dans l'étape 5. Il y a la formation aussi des autorités administratives et locales. Là, Ibrahim est là, et au sein même de la CNOP avec un programme. Ça a été un très grand avantage, la formation des juges, des administrateurs et tout. Et nous, dans cette étape, il s'agit des autorités locaux, c'est-à-dire que les sous-préfets, les maires, et tous ceux qui sont des responsables de base. Il est bon quand même qu'ils comprennent d'abord le contenu de cette loi et de la politique foncière et agricole. Parce que s'ils ne le comprennent pas, cela va jouer beaucoup sur la mise en œuvre et sur l'objectif que nous voulons atteindre. Bon, comme je l'ai dit, l'étape 5 est très, très important parce que l'étape 5 est un espace d'échange. Cet espace d'échange est très, très important pour la mise en place et la matérialisation de la loi foncière agricole sur terrain. Parce que la loi foncière agricole sur terrain, ça continue et la reconnaissance des gestions coutumières et traditionnelles et il y a un modèle et un mécanisme de matérialisation de droits légitimes en droit légal pour avoir un bout de papier. C'est ce qui fait qu'on s'attarde beaucoup sur l'étape 5 pour l'échange, d'abord, les espaces d'échange, le comité de pilotage, le groupe de femmes et des jeunes et le cadre de concertation. Le cadre de concertation, c'est un espace qui est composé des chefs traditionnels, des maires de la localité, des sous-préfets, et des représentants des groupes de femmes, des représentants des groupes de jeunes pour un échange croisé. Donc ça, c'est très, très important. Donc, c'est après que vient la formation des autorités locales, qui est très, très important parce que la formation des autorités locales est très, très importante vu que c'est les autorités locales qui peuvent soit empêcher, soit freiner la matérialisation du pacte, d'abord du pacte social qui est la Convention locale de gestion foncière,
ou la mise en place ou la matérialisation de la commission foncière villageoise. Parce que la commission foncière villageoise est validée par le sous-préfet. Donc, s'il n'est pas formé en amont, ça sera très, très difficile qu'il s'implique au moment juste de son rôle pour la reconnaissance, faire une décision aux commissions foncières villageoises. C'est après maintenant que vient la mise en place des commissions foncières. J'explique, les commissions foncières villageoises, c'est une commission qui est une administration, c'est une structure d'État bien décentralisée de gestion foncière jusqu'au village. Désormais, ce sont ces villages qui sont responsables de la gestion de leur terroir, du foncier agricole de leur terroir. Et à cela, il y a le chef de ville, il est dans le décret, il y a le chef de village qui est le président de la commission, mais il y a les représentants des conseillers, les représentants des chefs coutumiers traditionnels, les représentants des groupes socio-professionnels agricoles, éleveurs, pêcheurs. Ça dépend parce que chaque zone, nous sommes dans des zones agro-silvopastorales, et chaque zone a son spécificité en termes d'agriculture. Donc maintenant, les représentants est très important. Il y a les représentants des femmes et les représentants des jeunes. Donc ça, c'est très important. Pourquoi les représentants des femmes et les représentants des jeunes? Comme je vous ai dit, nous sommes dans un processus d'évolution de nos us et coutumes pour l'accès garanti et sécurisé des femmes et des jeunes à la terre. Donc cela donne beaucoup d'avantages pour considérer ces groupes vulnérables dans les commissions foncières. Bien avant, nous, on les forme déjà dans l'étape 5 pour qu'ils soient bien représentatifs et qu'eux aussi soient bien formés sur la politique foncière et la loi foncière afin de pouvoir défendre leur représentativité dans cet espace. Parce que le cadre de concertation leur sert beaucoup à discuter, à monter des stratégies afin de défendre les groupes des femmes et des jeunes dans les commissions foncières villageoises. C'est après avoir mis les commissions foncières villageoises, maintenant qu'on vient à la formation des membres des commissions foncières villageoises. Parce que c'est les villages, beaucoup d'entre eux ne sont pas lettrés. Donc, on ne peut pas les mettre dans une commission et dire que c'est une structure. Ils sont appelés à travailler, à faire des rapports pour établir des documents, des attestations de constatation coutumière et remonter ça auprès des maires pour des attestations de possession foncière. Donc, vu qu'il y a tout un travail de lettres dans ce mécanisme et qu'il y a le livre foncier qui est domicilié auprès des mairies et que pour suivre toutes les transactions foncières, parce que dans les transactions foncières, on a environ 17 à 18 outils. Donc, cet outil va beaucoup aider à sécuriser le foncier et sous la responsabilité maintenant du chef de village qui est le président des commissions foncières villageois, avec l'assistance de tout cet arsenal qui est mis autour. Donc, c'est très, très important. Donc, leur formation est très, très importante. C'est après maintenant que, vu que nous sommes dans un processus de gestion durable de nos ressources naturelles et de nos sols, c'est ce qui, après maintenant, à l'étape 9, maintenant qu'on déclenche maintenant les terroirs agroécologiques paysans. Parce que ces terroirs, il faut qu'après, on ne va pas former ces gens et ne pas leur donner une vision de gestion durable de la terre. Ça, c'est utopique. Parce que c'est une lutte, bien vrai que l'agroécologie n'est pas mentionnée dans la loi foncière agricole, mais vu aujourd'hui tous les enjeux du changement climatique, des règlements qui apportent un dérèglement de la pluviométrie et toutes les business qui sont faits pour le contrôle de l'agriculture par les firmes internationales avec la fabrication des produits chimiques. Donc, il est bon que nous intéressons à ça. Puisque, bon, c'est une victoire de gestion, de gouvernance foncière. Mais dans cette victoire de gouvernance foncière, il faut que la gestion soit une gestion durable. Donc, c'est la raison pour laquelle on a intégré cette partie de travail agroécologique vraiment auprès des commissions foncières villageoises pour les aider à une gestion durable de ces terres. Donc, c'est après que vient maintenant le bilan. C'est après que vient maintenant le bilan, un premier bilan d'abord de ce qu'on est en train de faire, ce qu'on n'est pas en train de faire. On peut aller maintenant aux différents diapos, ça c'est comment on dissimule ça sur le terrain, c'est très très important. Donc, maintenant, ça c'est d'abord la partie village.
cette partie village, puisque il est très important de montrer quand même que tout ce qu'on a obtenu dans la mobilisation et dans la lutte. Ça, quand même, il faut que ça soit bien dit. Et ce n'est pas entre quatre murs dans les bureaux avec les papiers qu'on a pu l'obtenir. Non, on a travaillé beaucoup sur la mobilisation à la base. Et ce mouvement vraiment a beaucoup aidé. Les marches ont été faites, les sittings ont été faits. Et ce n'est pas seulement l'IACDD, hein, c'est fait dans le cadre de la CEMAT et ça est fait dans une dynamique très large. Aussi, au-delà, mais l'IACDD, c'est le mouvement de lutte de base qui bouge. Ça, c'est vrai, mais on l'a fait avec beaucoup d'autres organisations. Donc, c'est suite à toute cette grande mobilisation à partir des villages qui s'engagent, des villages confrontés aussi avec des zones d'accaparement. Parce que les premières expériences, on l'a fait des zones qui sont victimes d'accaparement des terres. Donc, c'est à petit que les communes se sont manifestées pour s'engager dans ce processus interactif. Donc, aujourd'hui, on l'a élargi dans les zones d'implantation aussi, dans la zone d'implantation des COFO, en renforçant la cohésion sociale, la sécurité des droits fonciers coutumiers, en diminuant fortement les conflits, parce que le processus de mise en place des COFO diminue beaucoup les conflits. Parce que les commissions foncières sont des structures qui sont totalement compétentes pour la prévention des conflits, en permettant aussi de se projeter aussi dans l'avenir et dans l'approche globale aussi des terroirs. Donc ça, c'est le ver civil, comme j'ai expliqué. Ça, c'est la grande rencontre dans les vers civils. Il y a quand même les conseillers qui appellent les chefs de village, qui mènent ce genre d'espace de dialogue, qui est quand même culturel. Cet espace de dialogue, mais c'est un espace de vérité entre les charges des villages au milieu d'Ogon, on appelle le Toguna, mais nous, c'est d'autres, il y a beaucoup d'interprétations, mais c'est la rencontre quand même. Voilà, bon, ça, c'est maintenant la côté formation de l'équipe locale, parce que ça, c'est les équipes quand même qui vont. Nous, ce n'est pas être toujours sur terrain et faire tout, quitter les villes pour aller sur terrain, quitter pour aller. Non, nous formons les gens sur place. C'est les paysans elles-mêmes qui doivent se porter. Et donc, maintenant, ceux qui les représentent, donc, on doit les former. Et c'est eux qui vont dissimuler tout ce travail sur terrain. Donc, c'est une formation, c'est une formation participative. C'est eux-mêmes qui dissimulent, qui font les commissions foncières sur terrain. Donc, ils font partie des parties, ce sont des parties prenantes. Donc maintenant, ça, c'est l'étape des conventions. Comme j'ai expliqué, les conventions est un pacte social. Chaque village, parce que la loi dit, la loi dit quand vous mettez ensemble et que vous mettez en place une pacte qui ne porte pas atteinte à la loi, cette pacte est reconnue. Et nous, pour bloquer les spéculateurs, puisque la loi n'est pas trop explicite pour l'arrivée des spéculateurs, l'arrivée des accaparateurs, nous, on a dans tous les villages maintenant, on est en train de faire des conventions locales de gestion. Dans ces conventions, ils ont des intérêts. Un premier intérêt, ça, il y a une règle claire d'optation de la terre pour que quelqu'un ne vienne pas vendre la terre à notre insu. Et deuxièmement, impliquer les femmes et les jeunes dans l'organisation et dans la gestion du foncier. Cela est même validé par la mairie en conseil communal et soumis à toutes les juridictions. Donc, c'est pour montrer que c'est une véritable convention, législation qui est sur place et qui peut aller même en justice, parce que puisque les COFO sont à la prévention des conflits et ils peuvent se baser sur ces conventions pour dire que ça ne règle pas et ça ne répond pas au truc du village. Donc, on a fait ça parce que ça ne fait pas partie. Donc, maintenant, cette convention est très, très importante aujourd'hui, même à l'autonomisation même des petits producteurs, parce qu'ils auront leur propre pacte et personne d'autre ne viendra les violer en les manipulant de la loi du pays qui n'est pas passée par une pacte reconnue. Donc, c'est très important. Donc, l'étape 5, ça, c'est les espaces de dialogue et de comités de pilotage. Bon, ça, j'ai déjà expliqué. Ça, c'est les espaces de dialogue. Il faut ces espaces de dialogue parce qu'il faut beaucoup interagir, il faut beaucoup communiquer à la base. Il faut que la base même communique entre eux pour qu'il n'y ait pas de favoritisme, il n'y a pas de discrimination. Ce n'est pas le chef de village qui va s'imposer de trop sur les autres. Donc, tout ça compte beaucoup, raison pour laquelle il y a beaucoup de communication avec les différents groupes pour qu'ils puissent interagir entre eux, pour qu'ils puissent décider entre eux. Et entre eux aussi, et les autorités locales aussi. Donc, il faut qu'ils soient dans la danse. Il faut que tout le monde parte ensemble.
Donc, aussi bien que le village, mais aussi bien que les autorités locales, la mairie, les sous-préfectures qui est là, il faut qu'ils partent ensemble. Donc, la formation des autorités, cela est très important, la formation des élus, parce que vu que nous sommes dans des pays où on n'a pas besoin d'avoir un bagage intellectuel ou devenir un diplômé pour devenir maire. Donc, c'est très important qu'il y ait une formation des autorités administratives et locales, politiques, et les chefs de village, les représentants aussi des différentes organisations des femmes, pour qu'ils puissent vraiment assimiler et comprendre vraiment le sens et les enjeux qui sont là pour la mise en place des commissions foncières et l'avantage qu'ils peuvent tirer et l'entente que ça peut instaurer. Donc maintenant, ça c'est la mise en place des COFO. La mise en place des COFO est mise dans une assemblée villageoise. C'est les villages qui mettent en place leurs COFO. C'est les villages qui décident, après toute formation et toute compréhension, c'est eux qui décident d'elles-mêmes de mettre en place leurs COFO. C'est le rapport qui va sortir de ces villages, c'est ce rapport qui est validé par les sous-préfets. Donc, aucune autre personne ne doit aller s'impliquer à la mise en place de commissions foncières. Sur place, c'est les villages, communautés, entre eux, qui mettent leurs COFO. Donc, bon, ça, c'est la formation des membres des COFO. Cette formation parle de leur rôle, des différentes responsabilités, de comment, le rôle d'abord du COFO, qui est très, très important, leur rôle, la cartographie, comment ils peuvent travailler pour faire la cartographie, parce qu'ils doivent faire la cartographie des champs afin de délivrer des documents d'attestation foncière, des coutumières. Donc, ça, c'est très important. Ils ont une formation aussi, ils ont 4 natures de formation. En rapportage, il faut les former en rapportage. Il faut les former pour faire un règlement intérieur, parce qu'ils n'ont pas de règlement intérieur. Il faut les former sur la cartographie. Il faut les former sur leur rôle et responsabilité. Et aussi, il faut les former aussi sur les différentes transactions foncières, comment remplir les outils de sécurisation foncière. Donc ça, c'est les terroirs agroécologiques. Donc ça, c'est une perspective quand même qu'on déclenche chaque fois avec l'équipe locale de la mairie, et sensibiliser aussi les premières autorités, parce que maintenant que les 7 piliers de l'agroécologie qui a été fait à Nyéléni sous l'égide de la CNOP. Donc maintenant, ces 7 piliers, on essaie de les dissimuler d'abord auprès des autorités et les maires, les conseillers, pour qu'ils comprennent d'abord, avant maintenant de mettre toutes les commissions foncières là-dessus. Ça, c'est maintenant l'étape 10, ça c'est le bilan. Bon, le bilan, on le sait, ça c'est pour voir est-ce que tout ce qu'on a fait marche, ça ne marche pas, combien ça, en quoi. Donc, c'est ce qui nous a poussé à faire un atelier à mi-parcours, qu'on a fait il y a 2 ans. On a fait un autre atelier cette année pour évaluer et voir tous les COFO qu'on a mis sur place. Quand même, on est à beaucoup de COFO au jour d'aujourd'hui et avec différents programmes que je l'ai dit. On a un programme avec Pain pour le Monde. On a un programme de tenue foncière qui est géré à partir de la CNOP et donc qui est très, très important. Et on a un autre programme aussi qui est en cours. Vraiment, tous ces programmes quand même nous projettent dans le temps. Et au niveau aussi de la CEMAT, on a aussi un programme, on est soutenu aussi par le CCFD Terre Solidaire, vraiment sur l'accompagnement, le parajurisme et aussi la mise en place des commissions foncières villageoises. Ça, c'est au niveau de la CEMAT. Au niveau de l'Union, ça, c'est tenir foncière et Pain pour le Monde aussi qui nous soutient beaucoup pour la mise en œuvre de toutes ces activités. Donc, maintenant, c'était les différentes parties de dissimulation sur terrain. Comme le président Ibrahim va expliquer comment on est allé, comment on a obtenu toutes ces politiques, qui a été très, très intéressant. Et lui, il était à la tête de tout ça. Donc maintenant, je vous remercie beaucoup de tout du temps même que vous m'avez accordé. Je sais que j'ai été un peu plus long, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Mais excusez-moi, le temps est limité et les questions sont les bienvenues. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et tous. J'aurais plutôt envie de réagir à ce que je viens d'entendre plutôt que témoigner pour la Confédération paysanne. Je voudrais faire du lien. Déjà, juste pour dire que, à comparer par rapport au témoignage du Mali qu'on vient d'avoir, nous, on est très administrés depuis très longtemps, en fait, y compris sur la question de la terre. Et beaucoup de choses ont été faites par notamment Napoléon en instaurant le Code civil.
Tout a été cartographié à cette époque-là, tout est cadastré, on sait à qui appartient la terre, etc. Et on se traîne beaucoup depuis cette époque-là quand même une approche assez patriarcale de la gestion des terres. Il a fallu attendre très tardivement dans l'histoire, en tout cas française, la possibilité même que les femmes aient accès aux terres. Je vais essayer de faire très court. Je mets un petit chronomètre. Pour la faire très court, nous, ce qu'on porte à la Confédération paysanne, que ce soit la propriété ou l'usage, pour revenir comment on différencie les choses de notre point de vue, en tout cas en France, que ce soit la propriété ou l'usage, la question des terres, elle doit sortir du marché. On considère qu'il n'y a pas de place au marché si on veut établir des politiques agricoles, alimentaires, et puis surtout dans un esprit de déploiement de la souveraineté alimentaire, on ne peut pas se permettre que les terres soient aux mains du marché. Et en fait, malgré un État très réactionnaire du point de vue à appliquer le droit de propriété qui est très très fort en France, malgré tout ça, à leur sortie de la guerre, alors comme Antonio l'a dit tout à l'heure, se met en place, même s'il y avait eu des prémices avant-guerre, en fait, en France, là, il se met en place un réel équilibre des rapports force entre la propriété et le droit d'usage. Ça, c'est très important. Alors, dans le jargon en France, on appelle ça le statut du fermage. C'est grosso modo les liens qui lient les paysans, ceux et celles qui travaillent la terre et ceux qui sont propriétaires. Parce qu'en France, on n'est pas forcément propriétaire des terres qu'on cultive. Grosso modo, sur ma ferme, il y a 2/3 des terres que je cultive qui sont à d'autres propriétaires. Et ça, c'est très, très puissant et ça équilibre vraiment ce qu'on pourrait appeler le droit au travail par rapport au droit de propriété. C'est encore puissant aujourd'hui, mais on le voit régulièrement, c'est menacé, avec des propositions de loi qui tendraient à vouloir détricoter ce droit au travail. Et je pourrais témoigner d'il y a très peu, je rencontrais le préfet du Jura de mon département il y a 2 jours, dans les suites d'une occupation de terre que nous avons entamée avec le soulèvement de la terre dans le Jura, qui nous a sorti un exposé sur le droit de propriété assez incroyable et que je pourrais qualifier de réactionnaire, mais en fait, c'est un vieux retour aujourd'hui dans le débat politique. Et ce préfet quand même, qui a fait les écoles, l'ENA et tout ça, découvre que oui, le droit d'usage est au moins aussi puissant que le droit de propriété en France et que je le qualifie souvent comme le plus grand conquis social de la paysannerie en France. En même temps, alors très vite après-guerre, ça va accompagner en fait quand même, tout ça accompagne quand même dans une logique d'accompagnement des politiques agricoles. On se dit très vite, ça suffit pas de régler les liens entre la propriété et les usagers. Il faut s'intéresser quand même au prix des terres. Ce qui fait qu'on a un outil assez puissant qui comporte bien des soucis, mais enfin, on a quand même un outil assez puissant qui est quand même le contrôle du marché des prix en France. Ce qui, comme on est très administré, c'est ce que je disais au début de mon intervention, on a tous les outils qu'il faut et actionnables pour pouvoir contrôler ce marché. Il y a un monopole de la vente des terres en France, enfin même de toute propriété qui est supportée par les notaires et qui permet de concentrer toutes les connaissances de vente des terres. De toute façon, comme c'est très administré, à chaque fois qu'on vend un bout de terrain, l'État est informé, puisqu'il y a un impôt qui est prélevé sur ces ventes de terres. Et donc, c'est dans les années 60 est instauré ce contrôle du prix. Et du coup, à partir du moment où on contrôle le prix, on contrôle le marché.
Et quelque part, à partir du moment où on contrôle le prix et on contrôle le marché, finalement, on sort de la logique de marché. L'outil, pour ceux qui connaissent, si on utilise les termes, c'est l'outil SAFER. Alors, ce qu'on peut, avec le recul, est assez contestable, c'est que c'est fortement et concentré par une gestion éminemment corporatiste, ce qui consiste à pas mal de défauts. Mais bon, ça suffit pas. Ça suffit pas d'équilibrer les rapports entre les propriétaires et les locataires. Ça suffit pas de contrôler le marché des prix et des terres si on s'intéresse pas à la répartition des terres. C'est-à-dire, pour la faire très court, comment on contrôle la taille des exploitations et des fermes. Et ça, on y pense aussi dans les années 60, sauf que alors là, pour le coup, si avec le recul, on a quand même un contrôle du prix des terres en France, on a un statut du fermage puissant. Par contre, la question de la répartition des terres, c'est plutôt un échec total, puisque 70 ans plus tard, enfin 60 à 70 ans plus tard, on a une concentration des terres inouïe en France. Et on peut dire que malgré une volonté historique de répartir la quantité de terre par paysan, c'est plutôt un échec total. Et ce qui pose éminemment problème, sur le plan social, la répartition des terres, c'est d'abord pour la paysannerie, c'est vraiment une nécessité sociale. Si on veut permettre aux travailleurs et travailleuses de la terre d'accéder à la terre, il faut des outils de régulation. Pour la population de manière générale, c'est une nécessité alimentaire, c'est-à-dire que plus on concentre les terres dans peu de mains, plus on concentre le travail de la terre dans peu de mains, plus on se rend vulnérable du point de vue de la population pour la production alimentaire. Et puis, à l'échelle plus de l'humanité, ça concerne une nécessité écologique, la répartition des terres, parce que pour déployer un projet d'agriculture paysanne, d'agriculture écologique, tout dépend d'où on parle et comment on utilise les termes. En France, on appelle ça l'agriculture paysanne, c'est-à-dire redéployer de la diversité cultivée, par exemple. Tout ça, ça nécessite, souvent je dis, plus de mains, plus de cerveau, et donc plein d'hommes et de femmes qui doivent nous rejoindre pour cultiver la terre. Et ça, c'est l'agroécologie, elle ne se fera pas sans une vraie politique sociale en agriculture. Ce serait paradoxal de penser ça. Et du coup, pour essayer de faire le lien avec ce qu'ont dit Antonio, Massa et Ibrahim, je voudrais réagir notamment à ce qu'a dit Antonio. Oui, aujourd'hui, en tout cas en France, parce que moi je ne connais pas du tout les outils ailleurs. Aujourd'hui, la paysannerie, c'est à peine 2%, 3% de la population active en France. Donc, on est en fait ultra minoritaire et que pour peser dans le rapport de force, bien évidemment qu'on ne va pas y arriver tout seul. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si on veut séduire les urbains, c'est 80% de la population française pour revenir en partie à la terre. Ça veut bien dire qu'il faut qu'on se rencontre et qu'il y ait naissance et des convergences de lutte. Et tu as dit, Antonio, tu as cité notamment la lutte de Notre-Dame-des-Landes, qui au départ, effectivement, est une lutte portée par des urbains soucieux de lutter contre un monde qui va dans le mauvais sens en développant des voyages en avion. Et à travers un faisceau de luttes important, diverses, différentes approches, etc., ça a conduit quand même à la finale à l'installation d'urbains via des occupations de terre. Et aujourd'hui, tout le travail à Notre-Dame-des-Landes, c'est d'organiser ces occupants qui ne sont plus des occupants, mais des paysans sur ces terres. Et ça s'inscrit vraiment dans une convergence des luttes. Et c'est un peu le défi aujourd'hui du mouvement des soulèvements de la terre, qui est initié par des sites en lutte, Notre-Dame-des-Landes, les Lentillards à Dijon, les Jardins d'Évêques à Besançon. Ça dit rien à ceux qui connaissent pas
la France, mais en tout cas, c'est plusieurs sites en lutte en France, à la fois dans l'urbain, à la fois dans la campagne, et puis des mouvements. Voilà, alors on peut retrouver la Confédération paysanne, on retrouve les Amis de la Terre, on retrouve, je crois, Acter, enfin, tout un tas d'organisations. Et c'est un défi majeur, c'est de croiser ce qu'on porte, nous, à la Confédération paysanne, ce qu'on peut apporter les mouvements en lutte, et y compris, c'est quoi l'agriculture urbaine. On a quelques exemples de lutte dans ces soulèvements de la terre. Et c'est quand même assez génial parce que, comme le disent à la fois Massa et Ibrahim, c'est en même temps un mouvement de lutte et forcément du coup un mouvement d'éducation populaire. Ouais. Et du coup, c'est très puissant. C'est très puissant parce que, par exemple, dans le Jura, là, nous, on a décidé d'engager une action en désobéissance civile d'occupation de terre très dernièrement. Et s'il n'y avait eu que la Confédération paysanne, parce qu'on ne peut pas compter sur nos adversaires réactionnaires de la paysannerie, nous n'aurions été qu'une poignée. Mais ce jour-là, nous étions 600. 600 à occuper une terre. Et je peux vous dire qu'en termes de rapport de force aujourd'hui dans la campagne, y compris sur Besançon, y compris dans toutes les luttes qui sont engagées sur les soulèvements de la terre, notamment sur la question de l'accaparement de l'eau, nous sommes puissants, très puissants. Il y a déjà des victoires syndicales complètement invisibles parce que nous, on les voit en tant que syndicalistes au quotidien parce qu'on siège ici ou là, parce qu'on rencontre le préfet, etc. Et on voit des choses qui se passent dans la campagne et on est en train d'ancrer des choses. Alors, non seulement c'est beau, ça fait beaucoup de bien à l'espérance, mais en plus, c'est puissant. Après, il faudra qu'on réussisse à dépasser pour qu'il y ait de la transformation sociale derrière tout ça. Déjà, il y a préserver nos outils de régulation. Et après, comment on les améliore grandement pour justement aboutir à une répartition des terres et à un retour massif à la terre. Ça, j'ai déjà mangé tout mon temps, donc je vais arrêter là. Bah après, moi, en 10 minutes, je ne pouvais pas rentrer dans le détail des outils de régulation. En fait, c'est un ensemble. On ne peut pas contrôler le marché du prix des terres sans avoir des outils pour le contrôler. Et notamment, on peut pas contrôler le prix des terres sans pouvoir intervenir à un moment donné et dire que le prix des terres est plutôt à la spéculation et que dans ce cas-là, on agit au travers de l'outil SAFER, donc c'est quand même un outil collectif de gouvernance qui a bien ses limites, mais malgré tout, c'est un outil de gouvernance, et de dire, non, là, c'est déconnant et on ne vous autorise pas à vendre à ce prix-là. Qu'à ce moment-là, il y a deux solutions. L'outil qui est utilisable, c'est effectivement le droit de préemption, mais c'est très jargonnant, ça. Donc, c'est le fait que, nous, SAFER, alors en fait, on est très surveillé par le gouvernement, hein, c'est un outil assez particulier, c'est un outil public, mais privé. C'est assez particulier, mais en tout cas, la profession agricole et le gouvernement, pour faire très simple, dit, nous, comme on n'est pas d'accord avec le prix que vous appliquez ou à qui vous allez vendre, parce qu'il y a quand même plusieurs motifs à la préemption, et nous, on décide de préempter pour différents motifs. Le plus connu étant la préemption avec révision de prix, c'est-à-dire non seulement on vous empêche de vendre et nous, on peut acheter à votre place, mais en plus, on va faire baisser le prix en fonction. Alors, c'est pas si c'était les prix de la Confédération paysanne, ça serait bien, mais c'est plutôt en fonction des prix moyens du marché. Parce que c'est toujours cet équilibre entre le droit de propriété et cette capacité à limiter la spéculation. On ne pourrait pas, nous, je dis nous parce que je le sais, j'en sais faire, on ne pourrait pas, nous, ça faire baisser un prix de manière trop importante
par rapport au prix moyen du marché. On se ferait retoquer. Mais du coup, c'est un pôle, c'est un différent. Il faut plusieurs outils pour pouvoir exercer ce contrôle du marché et du prix des terres. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, c'est complètement détourné par la financiarisation de l'agriculture, puisque ces outils marchent très bien tant que ça se passe chez le notaire et puis qu'on achète des hectares et qu'on vend des hectares. Dès qu'on vend non plus des hectares ou qu'on ne loue plus des hectares, mais qu'on achète et on vend des parts sociales, tous ces outils-là sont complètement impuissants. Oui, bonjour et merci à tous les intervenants pour ce passionnant débat. Je voulais juste me permettre, en tant que confédéré d'un certain âge, signifier quand même que, en complément du peu de temps qu'avait Cécile pour expliquer les politiques foncières nationales et leurs conséquences, dire que pendant un temps dans l'histoire, un peu comme l'a fait Antonio lié à l'Italie particulièrement, pendant un temps dans l'histoire, on avait quand même contrebalancé à travers une commission des structures qui était régie par des paysans et par l'État, ou des délégués de l'État exactement. On avait une commission des structures qui aidait à réguler la répartition et l'agrandissement des exploitations. Et tout le détournement de cette régulation a été fait par le syndicat majoritaire et l'État au profit du capitalisme, en montant des outils sociétaires et autres qui permettent de s'accaparer et d'agrandir diverses structures. C'était juste donner du temps au temps du droit de parole de Cécile pour en rajouter. Et je me permets quand même un remerciement à Christophe Gollet qui nous envoie un message concernant le droit des paysans, donc un article indirectement qui peut être utilisé au niveau international, vu que je suis pas mal mobilisé sur le sujet. Et enfin, sur les solidarités concernant la problématique foncière, il est évident que les statuts de chaque constitution, donc de chaque État, entre autres particulièrement en France où dans le sacro-saint droit de propriété est inscrit dans la Constitution, fait que quelque part, le droit d'usage est déjà de fait minimisé. Et enfin, je remercie les solidarités qu'on est en train de créer, Soulèvement de la Terre et d'autres au niveau national et international, pour faire comprendre la problématique. Et la solidarité, on ne la gagnera pas sur seulement le droit d'usage, mais on la gagnera aussi à travers les problématiques environnementales et alimentaires. La réforme agraire et distributive, c'est la réforme agraire qui met main, limitant la surface totale d'une exploitation agricole et partageant les restes. Et c'est une activité politiquement assez remarquable qui était le résultat des actions de larges mouvements populaires. À ce moment, il n'y a même pas discussion d'une possibilité comme telle, et la chose a une qualité ridicule parce que le processus de concentration d'usage des terres agricoles est plus fort à ce moment de ce qu'il était en généralement en Europe avant la Deuxième Guerre mondiale. Vu que dans certains pays, après la Deuxième Guerre mondiale, on a établi qu'il y avait besoin de repartir les terres. Deuxième remarque, il y a une partie des terres qui restent des terres qui appartiennent à l'État et que donc ça serait la partie plus facile à répartir. Mais c'est une discussion assez difficile parce que bien sûr, la réforme agraire et distributive est basée sur l'idée que la propriété privée de la terre n'a aucun sens et que c'est l'usage de la terre qui a valeur. Et donc, pour les dogmes européens, c'est quelque chose assez difficile à discuter. J'ai vu que j'ai été interpellé par Olivier Keller. Je réagis avec plaisir pour dire en effet, j'ai envoyé un guide, un manuel pratique
qui est disponible en français, en anglais et en espagnol dans le chat. Donc, il sera mis aussi dans les ressources pour le séminaire, pour le webinaire et le forum des luttes. Donc, dans ce manuel, le but, c'est de présenter le droit à la terre tel qu'il est reconnu dans la déclaration de l'ONU sur les droits des paysans paysannes, et aussi avec des exemples pratiques de mise en œuvre dans certains pays déjà qui ont eu lieu. Par exemple, en Colombie, ça fait déjà 6 ou 7 ans que le droit à la terre qui est dans la déclaration est utilisé pour du plaidoyer au niveau national, avec quelques résultats. Aussi une information, on va créer un site internet avec la Via Campesina, le CETIM et FIAN international sur la déclaration. Ce sera disponible aussi en français, en anglais et en espagnol. Ce sera dans peut-être 2 mois, il sera disponible. Normalement, ce serait defendingpeasantsrights.org. Enfin, vous recevrez tout ça, y compris de la Via Campesina, de la Confédération paysanne. Mais dans ce site, le but, c'est de présenter la déclaration et aussi tous les exemples de mise en œuvre au niveau national qui existent dans le monde. Donc, tous les exemples qui ont été discutés aujourd'hui et qui sont fantastiques pourront aussi être, si vous le souhaitez, présentés sur ce site Internet. Vous pouvez passer soit par la Via Campesina, soit par le CETIM, soit par le FIAN international. Voilà, merci. Je veux dire intervenir, j'ai pas de questions à poser. Tous les intervenants et l'intervenante étaient à la hauteur, je les remercie. Je remercie également l'animatrice. J'ai déjà présenté une petite intervention à la partie réservée à la discussion au forum. Mais je veux dire maintenant, ou je veux expliquer, ou je veux attirer l'attention des membres du forum sur une question très importante que nous vivons au Maroc. C'est que au moment où nous assistons à une évolution de la législation onusienne des droits de l'homme pour protéger les droits des peuples autochtones à leur culture, à leur terre, à leur façon de gérer leurs richesses, on assiste à une attaque sans précédent contre un mode de production, un mesure marocain qui se base sur la propriété collective de la terre et des richesses, dont l'eau, les mines, les forêts, et sur des valeurs, se base sur des valeurs humaines qui se manifestent dans la justice, la dignité, la répartition égale des richesses, etc. Je vous signale l'importance de ce mode de production qui existe ou ce qui reste des forces coloniales et de l'État profond marocain. Je vous signale que nous avons actuellement 15 millions d'hectares qui sont des terres collectives. Nous avons 14 000 hectares de forêt qui étaient collectives. Maintenant, elles sont aux mains de l'État. Et nous avons également 5 000 hectares de terres domaniales. Des terres domaniales, c'est-à-dire des terres qui ont été récupérées par l'État des colons. Donc, on compte à peu près 300 000 hectares qui sont normalement collectifs. Et ce qui reste du territoire marocain est privé. Donc, on arrive à peu près au territoire allemand. Bon, on assiste actuellement à une destruction totale à travers des lois. J'ai déjà cité la loi 1762, qui est une loi vraiment dangereuse sur ce mode de production. Et nous devons tenir compte des résistances de la communauté ethnique ou du peuple amazigh depuis longtemps, et tenir compte aussi que l'État marocain a ce patrimoine intéressant pour toute l'humanité. Donc, pour ne pas aller loin et vous prendre beaucoup de temps, je profite de cette occasion pour faire un appel à ce forum pour, d'une part, lever le voile sur la stratégie de l'État marocain qui vise la destruction de cet héritage culturel des Amazirs, et aussi pour exprimer
leur solidarité vis-à-vis de ces lois qui oppriment et qui intimident les défenseurs des droits de l'homme. Donc, c'est un appel que je vous fais. Peut-être on aura l'occasion de discuter dans le forum après et on aura l'occasion de détailler les choses. Merci. Oui, je voulais, puisque c'est une réunion internationale, d'autant plus le dire, parce que c'est quelque chose que j'ai omis de glisser. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout abordé dans nos lois foncières de répartition, alors même si elles sont fort défaillantes, comme l'a dit Olivier, c'est la question de la liaison entre la question de la gestion des terres et la question du projet de souveraineté alimentaire que nous portons toutes et tous. Et c'est comment on intègre cette question-là dans nos politiques foncières nationales, européennes et internationales dans la question de la répartition. Je m'explique. J'ai pas les chiffres, hein, mais ça c'est les chiffres d'Acter, hein, parce qu'on travaille ensemble par ailleurs. Grosso modo, l'Europe importe 35 millions d'hectares. La surface agricole française, c'est 28 millions d'hectares, c'est pour avoir des idées d'ordre de grandeur. Hein, donc ça veut dire qu'on importe plus que la surface agricole française. Et du coup, c'est de s'interroger comment on peut intégrer ça dans les politiques de répartition foncière, compris à l'échelle nationale. On n'a pas d'idée, hein, pour l'instant, c'est des pistes, puisque ceux qui importent le plus d'hectares, en fait, dans les systèmes agricoles, notamment en France, c'est tout ce qui est élevage hors sol, notamment. C'est-à-dire que du porc hors sol, du poulet hors sol, qui n'a pas de surface pour nourrir leur propre élevage, forcément, ils importent de l'aliment. Bon, on importe aussi beaucoup pour mettre du carburant dans nos voitures. Hein. C'est pas que l'élevage hors sol, il y a aussi la question des agrocarburants et la concurrence entre l'énergie et l'alimentation. Et voilà, il y a ça à brasser et quelles propositions on peut faire émerger par rapport à ça. Bonjour à tous, depuis la CONTAG. Il faut qu'on parle de la déclaration des Nations Unies. Il faut qu'on parle de 7 piliers que je pense sont très importants. Il faut qu'on puisse dialoguer sur la réforme agricole et l'accès aux ressources naturelles. Et je veux dire que c'est un sujet très important et qu'il faut qu'on parle de la concentration des terres, de l'accaparement des territoires aussi. Il faut créer une grande alliance des solidarités internationales pour pouvoir faire que l'économie paysanne digne puisse avancer sur l'accès aux ressources naturelles. Et je veux remercier la participation et dire que le secrétaire de la réforme agricole ne pas présent ici parce que il est réuni avec toutes les organisations du Brésil et avec les mouvements sociaux. Et il est en train de créer une grande campagne qu'on va partager avec vous sur la violence par rapport à la terre, la violence qu'on vit ici au Brésil. Merci. Oui, bonjour. Excusez-moi, donc je vais être bref. Donc, j'ai simplement partagé une proposition de loi que nous avons fait ici en Belgique pour la région wallonne, c'est-à-dire c'est en s'inspirant bien sûr de la SAFER que je défends et que nous défendons personnellement, mais donc adapté au contexte belge. Donc, je l'ai mis dans le forum de discussion et je l'ai mis ici aussi dans la fiche de discussion en anglais. En provisoire, en anglais et en français. Donc voilà, donc c'est simplement pour ici c'est un contexte particulier, occidental, très capitaliste, où les terres agricoles ont atteint des prix phénoménales en Belgique et en région wallonne, c'est-à-dire que il y a deux problèmes. Donc cette proposition de loi veut simplement essayer d'allier une trajectoire assez claire. Ça veut dire quels sont les problèmes de société que nous ciblons. Donc les problèmes de société sont évidemment la concentration foncière, donc des fermes de plus en plus grandes, l'accaparement des terres par des banques, des fonds de spéculation, des fonds de pension,
et encore d'autres acteurs. Troisième problème, le manque de repreneurs des terres et des fermes agricoles qui parfois coûtent de 1 à 10 millions. Donc, ce n'est plus possible. En fait, on arrive à une spéculation et en plus la grande distribution où les banques commencent à racheter des terres agricoles ou des fermes. Donc, on voit un petit peu que nous passons clairement dans un monde très capitaliste comme en Belgique, de l'agriculture paysanne à une agriculture qui est aux mains des financiers et du capitalisme. Donc, ça pose évidemment des objectifs. Donc, nous proposons la création d'une organe de régulation foncière agricole qui s'appellerait ORAF, qui devrait prendre en compte les problèmes de société que je viens de citer, plus 10 objectifs, dont l'installation foncière, la lutte contre l'accaparement, le blocage des prix. Ensuite, quels sont les moyens? Les moyens seraient définis sur le blocage de la vente des terres d'une terre agricole, avec une négociation avec des repreneurs et des candidats. Et enfin, pour répondre à la question d'Elias, aussi une régulation du transfert des parts sociales d'entreprise, parce que c'est un gros problème. Ça veut dire que pour éviter les radars de la SAFER, apparemment, les capitalistes utilisent la vente de parts sociales. Donc là aussi, on pourrait prévoir un système simple. On bloque la vente de parts sociales en exigeant que l'entreprise vende la terre séparément de la vente d'une partie de l'entreprise ou des parts sociales. Bon, tout ça, c'est le meilleur des mondes, bien entendu. Il est évident que ce n'est pas les moyens techniques. On voit bien, on a essayé de dénigrer la SAFER française. Tout le monde l'a dénigré, même dans le milieu syndicat paysan. Pourquoi? Parce qu'il y a des abus. Mais cette campagne de dénigration, c'est une campagne pour dire « there is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative que le libre marché. Ah ben non, ça ne fonctionne pas. Plus on régule, plus la spéculation devient terrible. Et je pense qu'en effet, comme la question, c'est comment les outils de régulation sont très simples, en fait. Ils existent, ils ne sont pas si compliqués que ça. Mais je pense qu'il y a une volonté politique de dire c'est compliqué, c'est pas possible, etc. Une non-volonté. Donc, comment mettre au pas, comment la société civile peut mettre au pas les politiciens de dire non, en effet, la terre est un bien commun et tout le monde ne vend pas une terre à n'importe qui, sous n'importe quel prix. Et qu'en effet, un organisme de régulation foncière pourrait dire non, on bloque la vente, c'est pas possible. Et si la banque est votée, on propose d'autres candidats pour permettre des plus petites unités de survivre ou des nouveaux paysans de s'installer. Alors, aussi très important, cet organisme de régulation foncière devront être prendre en compte et décider de manière délibérative. C'est pas une dictature d'État, ce serait vraiment des décisions, des commissions qui devraient décider avec les syndicats paysans, les syndicats des propriétaires, la société civile aussi. Et les centres de formation qui forment chaque année des milliers de personnes, mais qui ne trouvent pas de terre, puisque les jeunes agronomes ou formés en agriculture qui ne sont pas du monde paysan ne trouvent pas de terre. Voilà, je vous remercie et j'espère, je l'ai mis aussi sur le site du forum en Word, il est en attente d'acceptation, je pense, et donc il est possible d'avoir en Word. Je vous remercie. Ok. Bon, c'est pas simple parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites et merci à toutes les intervenantes et intervenants. C'était super intéressant. En fait, on se rend bien compte avec ces témoignages que tous ces outils de régulation qu'on a réussi à mettre en place et qu'il reste à mettre en place, ils ne naissent pas de nulle part, ils naissent de mobilisations paysannes importantes. On le voit, Antonio l'a dit, puis Cécile, en Europe, c'est passé des mobilisations paysannes, des ouvriers, des chômeurs, à des mobilisations de convergence avec le mouvement social en Europe. On pense à Somonte, Notre-Dame-des-Landes, Rosa Montana, Notave, puis maintenant les soulèvements de la terre en France. Et en Afrique, c'est parti des victimes d'accaparement des terres qui ensuite ont convergé avec des organisations militantes et les syndicats. On se rend bien compte que, où que ce soit à travers le monde, les processus sont les mêmes et que pour obtenir des outils de régulation foncière, en fait, il faut des luttes qui durent. À chaque fois, là, on nous parlait de luttes qui duraient 20, 30, 50 ans pour réussir à obtenir en fait des changements dans les politiques publiques et dans les lois. Tous et toutes ont témoigné que la terre devait rester à vocation alimentaire et dans les mains des paysannes et des paysans et qu'il fallait tenter de répartir au mieux ces terres-là pour qu'il y ait des paysannes et des paysans nombreux. Ça passe par des occupations, des sittings, des manifestations,
et qu'on ne peut pas obtenir des lois et des nouveaux droits sans mobilisation importante. Des outils comme la SAFER et le statut du fermage en France, ou alors la loi de réforme agraire en Italie, la loi foncière au Mali, on voit bien en fait que même si on obtient ces outils de régulation-là, la bagarre, elle ne s'arrête pas là. Que ce soit au Mali, malgré la loi foncière, ils font un travail énorme pour que cette loi en fait soit appliquée, pour que les communautés paysannes et rurales s'accaparent cette loi pour la mettre en place et faire en sorte qu'elle soit respectée. On le voit aussi en France où le statut du fermage, entre autres, est régulièrement remis en question sous la pression des propriétaires, mais aussi les dérives qu'on peut connaître avec la SAFER et sur le contrôle des prix. Du coup, il y a aussi tout un travail de lutte, même si des outils sont gagnés, il y a tout un travail de lutte pour continuer à appliquer ces nouveaux outils et ces nouvelles lois. Que ce soit au Mali avec les droits coutumiers ou en Europe avec le droit d'usage, tous et toutes critiquent fortement la propriété privée, la sacro-sainte propriété privée et défendent un droit d'usage important. Et je pense qu'au sein de ce forum des luttes mondiales pour la terre, il faut vraiment que les droits d'usage sous toutes leurs formes, on puisse les valoriser et vraiment les mettre en avant, parce que c'est vraiment par là qu'une révolution foncière doit passer. On se rend bien compte aussi, nous particulièrement en Europe, avec nos quelques pourcents de paysannes et paysans encore actifs, qu'on a besoin de converger. On a besoin de converger pour peser plus fort, pour lutter contre la spéculation sur le prix des terres, pour continuer à protéger et répartir le foncier dans les mains des paysannes et paysans. Mais Antonio l'a posé cette question et je pense qu'elle est importante à reposer. C'est quelle place nous, organisations paysannes, nous devons avoir dans cette gouvernance foncière et dans ces nouvelles bagarres qui changent. On se rend bien compte qu'avec le mouvement social et les luttes urbaines, on n'a plus tout à fait la même place et la même légitimité. Mais je pense qu'il faut qu'on se questionne et qu'on imagine des stratégies un peu plus offensives pour peser plus fort en tant qu'organisation paysanne. Il faut continuer à militer, à confronter des points de vue. Il faut continuer, nous, paysannes et paysans, à se former au droit. Il faut qu'on continue à désobéir et à converger, parce qu'on doit construire de nouveaux droits, on doit protéger ceux qu'on a déjà. Et pour construire des politiques foncières, on doit aussi parler de politique alimentaire. On n'atteindra pas la souveraineté alimentaire sans politique foncière. Cécile l'a dit, protéger, répartir le foncier, ce sont des nécessités sociales, alimentaires et écologiques. Et nous, à la Confédération paysanne, on aime dire qu'on doit marcher sur nos deux jambes, que ce soit l'action de désobéissance, les actions d'occupation, l'action sur le terrain, et en même temps porter des plaidoyers pour faire changer le droit, les politiques juridiques et les politiques agricoles et alimentaires. Et quand même, petit dernier point qui a été soulevé, entre autres par nos camarades du Brésil, la répression des mouvements paysans et de ces mouvements-là d'occupation des terres, de récupération des terres. En fait, la répression, elle est énorme et je pense qu'il faut absolument qu'on demande, en fait, qu'on prenne la déclaration des droits des paysannes et des paysans et travailleurs et travailleuses du monde rural, qu'on se l'accapare vraiment, qu'on la pétrisse pour la rendre concrète et pour, entre autres, lutter contre toute cette répression du mouvement paysan, des mouvements paysans et des leaders paysans et paysannes. Voilà, vite fait, la conclusion que je pouvais faire. Merci à toutes et à tous. Il y a plein de choses qui ont été dites. Je pense que sur le site, on va essayer, sur le site du Forum des luttes pour la terre, on va essayer de reprendre toutes ces notes, tout ça, pour que vous puissiez, vous aussi, participer, commenter et apporter vos éléments et aussi vos expériences en fonction des zones de lutte d'où vous êtes. Merci en tout cas à toutes et à tous.